Alain Juppé, François Fillon, Cambadélis, Jérôme Cahuzac ou encore Nicolas Sarkozy, tous ces hommes ont comme point commun d'avoir été condamnés pour des faits de corruption. Et cette liste serait bien plus grande si on ajoutait à ces condamnés tous ceux qui ont été accusés puis relaxés. Ces derniers mois, un nouveau scandale de corruption est venu secouer la vie politique française et européenne. Le 30 septembre 2024 s'est ouvert le procès des assistants parlementaires européens du Rassemblement national au tribunal correctionnel de Paris. Dans cette affaire, le parti d'extrême droite est accusé d'avoir détourné des fonds du Parlement européen afin d'employer des assistants qui en fin de compte travaillaient au siège du parti. Une fraude qui comprend des faits de recel et de détournement de fonds publics, l'un des actes de corruption les plus sévèrement punis par la justice. Dans cette vidéo, je ne vous propose pas de revenir précisément sur ces affaires, mais de comprendre ce qui se joue lorsqu'on parle de corruption en politique. Quelles sont les formes de cette corruption, comment lutter contre ce fléau, et surtout, quelles sont les conséquences de cette corruption sur la vie politique et démocratique de notre pays. Bienvenue sur Mediapol. Bon alors déjà, qu'est-ce que la corruption ? Dans un abus de langage, on a tendance à confondre les atteintes à la probité et la corruption. Oui, la corruption n'est qu'un type d'atteinte à la probité, qui elle désigne toutes les formes de soudoiement d'une autorité. Pour qu'il y ait atteinte à la probité, il faut qu'une ou plusieurs personnes proposent ou acceptent une faveur dans le but de s'abstenir, de réaliser ou d'orienter une mission qui fait partie de ses fonctions. Un corrupteur d'un côté, donc, qui propose des avantages en vue d'un service, et un corrompu de l'autre, qui accepte de mettre sa fonction au profit d'un intérêt privé pour recevoir ces avantages. En matière politique, c'est surtout le mélange des genres qui domine. Ainsi, les affaires de corruption mettent souvent en cause un représentant de l'autorité publique avec une personne ou une entité privée. Imaginons que vous soyez un politique qui raffole des crêpes. Bon, eh bien vous seriez tenté de donner des avantages aux marchands de crêpes pour qu'ils vous donnent plus d'une crêpe par jour. Vous seriez alors le corrupteur et le marchand de crêpes le corrompu. En droit, il faut différencier la corruption active imputée au corrupteur, dont les peines sont définies par l'article 433 alinéa 1 du Code pénal, et la corruption passive reprochée au corrompu est définie par l'article 432 alinéa 11 du Code pénal. Mais ce n'est pas tout. La corruption peut prendre plusieurs formes. En fait, le Code pénal distingue 6 formes d'atteinte à la probité. Tout d'abord, nous avons la fameuse corruption. C'est le fait pour un agent public d'accepter ou de demander un avantage en contrepartie de la réalisation ou non d'un acte pourtant compris dans sa fonction. Par exemple, le marchand de crêpes de tout à l'heure. Il pourrait très bien embaucher un proche du maire de la commune pour l'inciter à lui donner des avantages dans l'obtention du marché public de la crêpe. Si notre agent public accepte d'utiliser son influence sur une autorité publique afin d'en tirer des avantages, il serait alors là accusé de trafic d'influence. Allez, on va prendre un exemple emblématique, l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Afin d'éviter que ses agendas présidentiels soient saisis par la justice, l'ancien chef de l'État est soupçonné d'avoir promis au magistrat Gilbert Azibert un coup de pouce pour un poste à Monaco. C'est ce coup de pouce qui a été jugé par 2 fois comme un trafic d'influence par la justice. Une affaire emblématique, mais aussi d'actualité, car Nicolas Sarkozy a demandé le 6 novembre dernier le pourvoi en cassation de l'affaire. Ensuite, nous avons le délit de concussion. Il existe un délit de concussion lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique obtient une indemnité ou un salaire qu'elle n'aurait pas dû recevoir, ou bien qu'elle exonère sciemment une personne d'un paiement envers l'autorité. En juin 2024, une enquête pour concussion a été ouverte à l'égard d'Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ce dernier est soupçonné d'avoir augmenté l'indemnisation d'un de ses collaborateurs en lui demandant de reverser une partie de cette augmentation à son ancienne première adjointe. Dans ce cas, l'argent public ne reviendrait pas dans sa poche, mais il serait détourné de son objectif. L'enquête n'étant pas terminée, on ne sait pas si le maire est coupable ou non. Un agent public peut également commettre un délit de favoritisme en accordant un avantage injustifié à une entreprise, le plus souvent lors de l'accord d'un marché public. L'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait été mis en examen fin 2023 pour soupçon de favoritisme. Le parquet national financier le suspectait d'avoir favorisé l'entreprise Lassor dans l'obtention du marché public du traitement de l'eau de la commune d'Annonay lorsqu'il était encore maire. Relaxé en première instance, il est de nouveau jugé en appel depuis le 4 décembre dernier. Bon, le suivant délit, vous devez le connaître, c'est le détournement de fonds publics. Ici, l'agent est soupçonné d'avoir soustrait de l'argent public qui lui a été confié dans le cadre de sa mission. Par exemple, mentir sur ses comptes de campagne en gonflant les chiffres pour récupérer une partie de cette somme indemnisée par l'État relève de la fraude électorale. Dans le cas du procès des assistants du RN, les cadres du parti sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics européens, normalement alloués au paiement d'assistants parlementaires,
pour payer des personnes travaillant en fin de compte au siège du parti. Enfin, nous avons la prise illégale d'intérêt, qui est le fait pour un agent de l'État d'avoir des intérêts dans une affaire qu'il doit traiter dans le cadre de ses fonctions. Alors là, je ne manque pas d'exemples. Michel Alliot-Marie, ex-ministre, procès en cours. Le député macroniste des Yvelines, Carl Olive, condamné. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, procès en cours. Et j'en passe. Pour illustrer cette fraude, l'affaire d'Éric Dupond-Moretti, l'ex-ministre de la Justice, est très parlante. Alors qu'il était encore en exercice, en novembre 2023, le garde des Sceaux était accusé d'avoir utilisé les attributions disciplinaires de son ministère pour régler des comptes avec des magistrats anticorruption avec lesquels il a été en conflit ouvert quand il était avocat. La Cour de justice de la République a bien confirmé qu'il avait matériellement commis un délit de prise illégale d'intérêt, mais elle l'a relaxé en justifiant qu'il n'y avait pas d'éléments caractérisant un fait intentionnel. Vous l'aurez compris, il existe 6 formes d'atteinte à la probité que nous qualifions familièrement de corruption. Dernière précision, ce n'est pas parce que le corrupteur n'est pas allé jusqu'au bout qu'il ne sera pas puni par la justice. Non, la tentative de corruption est punie de la même manière que la corruption bien effectuée. Pas de quartier pour ce genre de pratique. Enfin, on y reviendra. La tentative de corruption est donc aussi un délit qui peut entraîner des sanctions pénales. Mais avant de pouvoir parler de peine, il faut pouvoir prouver qu'il y a bien eu acte de corruption. Et c'est pas une mince affaire. Au regard du code pénal, la corruption est un délit qu'il faut pouvoir prouver avec des éléments concrets. Ça paraît bête, mais pour pouvoir attester d'une corruption, il faut pouvoir prouver qu'il y a bien eu un corrupteur et un corrompu. Ensuite, il faut prouver qu'il y a eu un avantage indu, ça peut être une somme d'argent, du favoritisme, quelconque avantage, qui a été proposé au corrompu ou alors à un proche. Et ensuite, un acte de fonction, c'est-à-dire une action de corruption de l'agent public. Ce dernier point doit entraîner la violation de ses obligations légales ou professionnelles. Vous le savez, la corruption est punie par la loi et lorsque ces actions impliquent des personnes dépositaires de l'autorité publique ou de la justice, les peines sont très sévères, en tout cas sur le papier. Que la corruption soit passive ou active, si suivez bien, c'est-à-dire si on parle du corrupteur ou du corrompu, ces deux personnes sont punies par la loi, et plus précisément par l'article 432 alinéa 11 du Code pénal. Cet article prévoit jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. L'amende de base peut aller jusqu'à 1 million d'euros, mais ce montant peut être porté au double du produit de l'infraction. Enfin, en cas de corruption en bande organisée, l'amende peut aller jusqu'à 2 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. L'article 432 alinéa 17 du Code pénal ajoute des peines complémentaires. Et nous avons la déchéance des droits civils et civiques, la diffusion de la décision de condamnation pour corruption, l'interdiction d'exercer une fonction publique, la confiscation des avantages reçus au titre de la corruption et l'inéligibilité. En fonction du poste de la personne jugée, ce n'est pas la même instance qui s'occupera du procès. Dans cette vidéo, nous nous intéressons aux personnes de la sphère politique. Mais même en bornant notre réflexion à ce cercle restreint, il y a quand même plusieurs instances. Si l'accusé est un membre du gouvernement en place, c'est la Cour de justice de la République qui sera en charge de l'affaire. C'était notamment le cas pour Éric Dupond-Moretti. Mi-politique, mi-judiciaire, la CJR est la seule apte à juger les membres du gouvernement pour des crimes et délits commis dans le cadre de leur fonction, et donc pour des actes de corruption. C'est une instance très controversée et pour deux raisons. D'abord, sa composition mixte faite de parlementaires et de magistrats qui fait plus que questionner son indépendance. Et enfin, ses jugements peu convaincants. Bref, si vous voulez tout comprendre sur la Cour de justice de la République et ses polémiques, je vous renvoie à mes comptes TikTok et Instagram. Rappelez-vous, j'avais fait la différence entre des actes de corruption effectués par un agent public dans le cadre de ses fonctions et des actions de corruption effectuées sans lien direct avec ses missions. Et bien dans ce second cas, le politique peut être jugé par des instances conventionnelles. Donc là, vous les connaissez, ce sont les tribunaux correctionnels, la Cour d'appel, la Cour de cassation. On en a déjà parlé, mais par exemple en 2022, la Cour d'appel de Paris a condamné le magistrat Gilbert Azibert, l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy et l'avocat Thierry Herzog à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, lors du procès en appel de l'affaire Bismuth. Et tous se sont pourvus en cassation. Vous l'avez vu, on n'a pas parlé du président de la République. Et pour cause, il bénéficie de ce qu'on appelle le principe d'irresponsabilité. Ce principe implique qu'aucune action ne peut être effectuée contre lui pour des actions qu'il a fait dans le cadre de sa mission de président. Cette immunité est à la fois valable dans les domaines pénal, civil et administratif. À la base, elle a été mise en place pour protéger la fonction présidentielle et non son titulaire. Mais la révision constitutionnelle de 2007 étend l'immunité dans le temps. Oui, depuis cette date, le président ne peut plus être poursuivi, même après la fin de son mandat. Attention, cette immunité ne s'applique qu'aux actes commis dans le cadre de ses fonctions de président. S'il a commis d'autres actions de corruption en dehors de ses missions présidentielles, eh bien, ces actions peuvent être punies.
C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a pu être condamné en appel le 14 février 2024 pour l'affaire Big Malion. En plus de leur simple illégalité, les actes de corruption ont des conséquences sur le bon fonctionnement de notre système démocratique. En janvier 2024, l'ONG Transparency International a publié son classement 2023 de l'indice de perception de la corruption. Cette étude s'étend sur 180 pays et le verdict est sans appel. Pour la 12e année consécutive, plus de 2/3 des pays ont une note inférieure à 50. Ça stagne, voilà, on ne bouge pas, que ce soit au niveau international ou même en France. Et l'ONG, qui s'est imposée comme une référence internationale dans l'étude de la corruption, relève même une détérioration générale des systèmes judiciaires qui sont pourtant les seuls à pouvoir agir sur la corruption. Et ce constat s'applique même aux États considérés comme démocratiques. En somme, le rapport pointe 2 raisons principales. Le manque d'exemplarité de l'exécutif et l'absence de politique publique de lutte contre la corruption. Je cite, l'indicateur État de droit révèle une détérioration globale du fonctionnement des systèmes judiciaires. La France stagne encore, la faute au manque d'exemplarité du pouvoir exécutif et au manque d'indépendance de l'autorité judiciaire. Sur la conduite de l'exécutif, l'organisation regrette le mépris pour la jurisprudence Bérégovoy-Balladur. Encore en vigueur en 2017, elle exigeait des ministres mis en examen pour corruption qu'ils démissionnent directement. La France dispose bien d'instances de lutte contre la corruption. Mais malgré la montée en puissance de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de l'Agence française anticorruption, du Parquet national financier et de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'ONG constate qu'aucune politique publique globale de lutte contre la corruption n'a été mise en place dans le pays. Les services du ministère de la Justice, de Bercy et du Quai d'Orsay semblent travailler chacun dans leur couloir et les initiatives interministérielles sont peu nombreuses, peu claires et trop éphémères. À l'instar de la Task Force, créée au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et chargée d'identifier les avoirs des oligarques et proches de Poutine sous sanction. Pire, selon une étude statistique du ministère de l'Intérieur et de l'Agence française anticorruption publiée en janvier 2024, les atteintes à la probité ont augmenté en France de 28% entre 2016 et 2021. Et les cas de corruption des agents publics participent largement à cette hausse, au point même d'inquiéter la nouvelle directrice de l'IGPN, Agnès Thibault-Lecuivre, qui s'inquiétait dans les colonnes du Monde de l'apparition d'une nouvelle pratique, celle de la consultation illégale de fichiers au sein de la police. Transparency International va même plus loin dans son constat. L'organisation met sur la table le souhait des pouvoirs politiques en place d'empêcher la lutte anticorruption en restreignant l'accès à certains documents, voire même en s'attaquant directement à certaines organisations de lutte contre la corruption. Le cas d'Anticor, une association qui regroupe des juges et des avocats qui portent en justice des affaires de corruption politique, illustre bien cette crainte. En effet, le 27 décembre 2023, le gouvernement a rejeté la nouvelle demande d'agrément d'Anticor. Dans un communiqué publié le 15 janvier 2024, Transparency International, Sherpa et Anticor avaient appelé le gouvernement à tenir un discours de vérité sur cette décision qu'il qualifie de refus implicite non motivé à sortir de cette impasse indigne de notre démocratie. Le nouveau gouvernement doit délivrer cet agrément à Anticor et cesser d'entraver la lutte contre la corruption menée par la société civile. Il doit sans attendre s'en expliquer publiquement devant la représentation nationale. Cette bataille sur l'agrément d'Anticor, sans laquelle cette association ne peut ester en justice, atteste bien des failles de la lutte anticorruption française. Après 488 jours d'attente et de nombreux recours devant la justice, l'agrément a enfin été accordé à Anticor par Gabriel Attal juste avant qu'il quitte son poste de Premier ministre. C'est l'aboutissement d'un feuilleton qui débute en 2021. Jean Castex, alors Premier ministre à l'époque, fait mariner l'association en ne répondant pas à ses demandes et introduit au final un cheval de Troie dans la décision d'accord de l'agrément. Sur la base de cette mauvaise rédaction, le tribunal administratif de Paris suspend les compétences octroyées par l'agrément et ce de manière rétroactive. Une fragilisation intempestive que l'ONG dénonce comme une censure politique. En effet, il faut bien comprendre qu'Anticor est à la base de plusieurs procédures judiciaires touchant des proches d'Emmanuel Macron. Nous avons par exemple Elisabeth Borne avec l'affaire de la Tour Triangle, Éric Dupond-Moretti avec l'affaire de la vendetta contre les magistrats, Amélie Oudéa-Castéra, affaire des placements financiers du groupe d'intérêt public à la Société Générale, Alexis Kohler avec l'affaire MSC, Alexandre Benalla avec l'affaire des contrats russes, ou encore Richard Ferrand avec l'affaire des mutuelles de Bretagne. En fin de compte, cette affaire met en débat le principe même d'obtention de l'agrément. Il semble en effet néfaste que ce soit le gouvernement, c'est-à-dire des personnes susceptibles d'être dans le viseur de ces organisations anticorruption, qui décident de l'octroi de l'agrément.
On peut facilement imaginer que ces décideurs puissent ne pas accorder l'agrément pour se protéger de certaines révélations. Et cette demande de transparence a bien plus d'importance qu'il n'y paraît, parce qu'elle touche directement le lien de confiance qu'ont les citoyens en leurs dirigeants et institutions. Et cette confiance, on ne peut pas dire qu'elle soit au beau fixe. L'un des plus gros problèmes des institutions françaises, c'est l'image de ces élus et des agents publics, ainsi que la défiance qu'ils inspirent. Selon l'enquête de 2023 menée par l'ONG Transparency International, la Fondation Jean Jaurès et Toluna Harris Interactive, en octobre 2023, 87% des sondés avaient le sentiment qu'au une petite partie des personnes de pouvoir étaient corrompues. Et plus de 6 personnes sur 10 estiment que les élus et dirigeants politiques sont corrompus. Ce manque de confiance est un danger certain pour une démocratie, car il éloigne les citoyens des urnes et il peut même les amener à remettre en question le principe même de démocratie. Il favorise également le vote sanction, poussant les citoyens à voter pour des partis qui en apparence semblent lutter contre ce genre de pratique, mais qui en vérité sont les plus gros participants. Par exemple, c'est tout de même cocasse que le Rassemblement national, qui fustige les profiteurs du système français, soit aujourd'hui embourbé dans des affaires de corruption et de détournement de fonds publics à l'échelle européenne. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Attendez. Maxime ? Si Marine Le Pen est condamnée ? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, Bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si... Et puis la corruption affecte aussi l'efficacité des politiques publiques. Parce que si l'on choisit un contrat plutôt qu'un autre en fonction de ses propres intérêts plutôt que de l'efficacité de l'action, eh bien ça a forcément un impact négatif sur la politique publique au global. Et les détournements de fonds publics sont autant d'argent perdu pour les services publics. Et ce ne sont pas des petites sommes. Dans son rapport de 2023, Anticor juge à 120 milliards le coût de la corruption en France. Il y a un domaine en particulier où les liens entre le pouvoir public et les intérêts privés se fait le plus flagrant. Et ce domaine, c'est le secteur de la santé. Selon le rapport de Statistica publié le 26 septembre 2024, la France est le 3e pays comptant le plus grand nombre de sièges sociaux d'organisations de lobbying dans le monde en 2023. Cette même année, plus de 2200 activités de lobbying ont été recensées pour le seul secteur de la santé. Cela illustre concrètement comment les intérêts privés peuvent s'infiltrer et dégrader les domaines vitaux d'un État. Mais alors pourquoi nos systèmes n'arrivent-ils pas à faire barrage à la corruption politique ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. En 2021, les parquets ont traité 900 affaires d'atteinte à la probité contre 353 en 2020, selon le rapport annuel d'activité de 2022 de l'Agence française anticorruption. Ces chiffres révèlent une progression de 5,5% par rapport à 2020, une hausse qui s'observait déjà dès 2016. Et 55% des auteurs ont été considérés comme non poursuivables, principalement parce que l'infraction n'apparaissait pas assez caractérisée. A noter que le nombre de relax, c'est-à-dire de personnes jugées non coupables, a également augmenté. Il est passé de 182 en 2016 à 251 en 2021. Des chiffres qui remettent donc en question l'efficacité de la lutte anticorruption en France. L'une des premières raisons de cette inefficacité, c'est la lenteur du système judiciaire dans ce genre d'affaires. Le délai de procédure devant un tribunal est d'en moyenne 1 an pour les affaires normales. Mais pour les affaires d'atteinte à la probité, cela augmente à 5 voire 6 ans. D'autre part, les politiques ont plus tendance à avoir recours à l'appel, en moyenne 5 à 6 fois plus que le reste des justiciables. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la fameuse critique de la justice à 2 vitesses. Rappelez-vous la Cour de justice de la République qui a toujours donné des jugements plutôt favorables à la personne mise en examen. Bref, en France, juger les politiques pour corruption semble être un véritable chemin de croix. Mais alors, que faudrait-il faire pour changer tout cela ? Oui, parce que la corruption, c'est quand même quelque chose d'illégal, et nous l'avons vu, ce sont des actes qui ont des conséquences délétères pour la démocratie. Ici encore, l'ONG Transparency International a fourni quelques billes de réflexion. L'organisation appelle notamment à la création d'un poste de déontologie du gouvernement. Je cite, « Nos appels à la création d'un déontologue du gouvernement chargé de conseiller et d'accompagner les ministres pour leur éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts. » Mais cette demande est restée lettre morte selon l'ONG. Plus généralement, plusieurs organisations appellent à renforcer le contrôle judiciaire des politiques, en remaniant ou en supprimant la Cour de justice de la République, par exemple, mais pas que, parce que plusieurs politiques ne sont pas concernés par cette Cour. Il faudrait également s'attaquer au copinage, parce que oui, les politiques accusés ont souvent recours au soutien de certains proches, et Anticor appelle bien sûr à modifier le système de l'agrément pour qu'il soit totalement indépendant du pouvoir politique.
La lutte contre la corruption en politique a donc encore un long chemin à parcourir. Avant de conclure, j'aimerais quand même revenir sur un point. Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous dégoûter de la politique et de propager l'idée qu'ils seraient tous pourris. Non, au contraire, beaucoup de politiques prennent leur travail de représentation très à cœur. Mais il reste nécessaire de se protéger contre ces fraudes qui entravent la République. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Et pour les plus fous, vous pouvez également partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.